Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, en 2018 et sans contestation aucune, s'il y avait des Gérards de la mauvaise gestion intercommunale, c'est-à-dire un concours des plus mauvais gestionnaires des intercommunalités françaises, alors vous remporteriez très certainement la cuillère de bois qui distinguerait le plus mauvais exécutif de France et de Navarre. En effet, en matière de mauvaise gestion financière et technique, vous cochez, comme on dit, toutes les cases. Qu'on en juge, une fiscalité confiscatoire et galopante, un investissement intercommunal qui s'effondre, une dette consolidée qui continue à partir en boule de neige, et enfin la grande braderie au privé des investissements publics antérieurement payés par les contribuables. Sur tous ces points négatifs, vous imitez finalement très exactement la gestion de la France par vos amis marcheurs et autres macroniens. Et j'ai trouvé qu'elle pourrait être votre slogan pour les prochaines municipales, en marche, mais dans le mur. C'est la raison pour laquelle j'ai suggéré, vous en avez parlé tout à l'heure, par le dépôt d'un amendement que je défendrai peut-être après, normalement ça se fait avant, mais enfin, bon, je le ferai après, d'un amendement que votre rapport d'orientation budgétaire soit soumis à un vote par bulletin secret avec un passage bien évidemment à l'isoloir, ce que je pense vous refuserez, car vous savez très bien que dans cette hypothèse, vous prendriez le risque que vos orientations budgétaires soient rejetées. Alors, une revue de détails. Pour commencer, évidemment, le matraquage fiscal. Vous créez un impôt nouveau, la taxe foncière métropolitaine sur le foncier bâti, avec, dès le départ, un taux très important, 6,4% des bases, soit une ponction supplémentaire de 63 millions d'euros. Excusez-moi du peu, mais une augmentation de 21% de la fiscalité métropolitaine, c'est-à-dire du produit net des contributions directes. Ce n'est pas une paille. Et certains de mes collègues, maires de la métropole, l'ont déjà très bien noté. Par exemple, les réactions justifiées de Madame le conseiller Borgogneau, maire de Saint-Sauveur-sur-Tinée, ou de Monsieur Juge, maire de Saint-Martin-de-Vésubie, mais je pense qu'ils ne sont pas les seuls à être inquiets. Ceci prouve surtout que vous avez menti l'an dernier. En effet, si je vous lis, rapport d'orientation budgétaire 2017, page 22, vous nous aviez annoncé une hausse des impôts directs de 6,1 millions d'euros entre 2017 et 2018. En réalité, cette augmentation sera au bas mot de 63 millions d'euros. Alors après, c'est assez difficile de rester crédible. Autre signe de votre mauvaise foi, vous expliquez le coût de gourdin fiscal par la disparition progressive de la taxe d'habitation. Ce prétexte, Monsieur le Président, est fallacieux, car cette disparition, d'abord, elle ne sera que très progressive, et surtout, elle sera intégralement compensée par une ressource nouvelle en provenance de l'État. Notons d'ailleurs au passage que cette année, les dotations de l'État seront stables, donc là, vous perdez votre principal argument. Autre inexactitude, vous tentez de nous expliquer qu'en contrepartie, vous allez donc diminuer la taxe sur les ordures ménagères, dont le taux passera de 10,9 à 9,9% en 2018. Mais c'est un peu une comparaison entre un coup de gourdin et à 63 millions d'euros, donc avec un allègement qui ne dépassera pas 10 millions d'euros, d'un côté un cheval, de l'autre côté une alouette. D'ailleurs, en page 35 de votre note de présentation, vous comparez pour un foyer l'augmentation mensuelle du foncier bâti avec l'allègement annuel de la taxe sur les ordures ménagères. Alors à ce moment-là, on aurait pu alléger encore le poids du coup de gourdin sur le foncier bâti en le chiffrant par jour. Ça doit faire à peu près 2 tasses de café, mais avec cette consommation d'expresso, le contribuable métropolitain va peut-être commencer à s'énerver. Second volet, à savoir l'effondrement de l'investissement public métropolitain sur le budget principal, et c'est là un aspect que vous passez pudiquement sous silence. Et pourtant, en matière budgétaire, l'investissement représente à la fois les constructions, les immobilisations et la voirie nouvelle. Mais on y comptabilise également l'entretien, la réfection ou la mise aux normes des infrastructures financées et construites durant les années précédentes. Si une collectivité n'entretient pas le patrimoine existant grâce à son budget d'investissement, alors effectivement, ce patrimoine se dégrade. Dans ces conditions, dans votre rapport sur les orientations budgétaires, vous annoncez à grands coups de trompette la poursuite d'une politique volontariste.
Mais ces coups de trompette sonnent faux. Examinons en effet la froideur des chiffres que vous-même mentionnez en pages 11 et 12 du rapport. Vous nous annoncez un volume d'investissement de 140 millions d'euros par an pendant 3 ans, 2018 à 2020. Mais vous reconnaissez en même temps qu'entre 2009 et 2017, le volume moyen annuel d'investissement s'élevait à 222 millions d'euros par an. Alors, il suffit d'une calculette pour constater que l'investissement public va chuter de 37% d'ici à la fin de la mandature. Je vous vois sourire, Monsieur Pradal. Vous avez beau mélanger l'annuel et le triennal, puis passer du budget principal au budget consolidé, les chiffres sont éloquents. Reste le problème lancinant du stock de dette dont la charge consolidée en remboursement et en intérêt commence à laminer sérieusement nos autres recettes budgétaires. Alors oui, le groupe socialiste a parfaitement raison, le stock de dette à fin 2017 s'élevait à 1,393 milliards d'euros, mais monsieur Allemand, on n'a pas tellement besoin d'effectuer des savants calculs car cette information figure noir sur blanc en pages 44 et 46 du rapport que chacun d'entre nous a entre les mains. Mais ce qu'a oublié, il me semble, l'opposition de gauche, c'est l'évolution prévisionnelle de ce stock de dette durant l'année 2018. En effet, durant cette année 2018, vous voyez le tableau, page 46, nous allons certes rembourser 113 millions d'euros, mais nous allons devoir contracter 225 millions d'euros, c'est-à-dire le double. Notre endettement va donc continuer à gonfler en 2018 pour atteindre 1,509 milliard d'euros en intégrant la dette du syndicat départemental de l'électricité et du gaz. Et ne me dites pas que je suis un oiseau de mauvais augure, cette sinistre prévision figure noir sur blanc en page 46 du rapport de l'exécutif. Enfin, la grande braderie des biens publics. Nous allons vendre nos biens les plus précieux, à commencer effectivement par l'aéroport, ce à quoi nous nous étions particulièrement opposés au moment où vous avez voulu faire ce référendum. Nous voilà donc dans la situation d'une grande famille impécunieuse qui est obligée de vendre son argenterie pour subvenir à ses besoins. Vous agissez finalement comme votre ami Macron à Paris ou comme votre frère jumeau ou votre avatar, je ne sais pas, monsieur le maire de Nice, Christian Estrosi. Mais lorsque vous quitterez vos fonctions, vous laisserez Nice et la métropole dans un bien triste état, car aucun indicateur dans ces prévisions budgétaires ne laisse envisager la moindre embellie financière jusqu'à l'horizon 2020. Votre ami Renaud Muselier, pas meilleur gestionnaire que vous, s'il arrive à boucler son budget 2018, c'est grâce au Fonds européen 2 milliards d'euros sur la durée du mandat. Votre ami, donc, se plaît à dire que la région n'est plus le tiroir-caisse des autres collectivités. Et du côté de la région PACA, vous avez fait le nécessaire quand vous en étiez le président pour financer la métropole. Mais viendra bien un moment où les tiroirs-caisses des autres se fermeront face à vos quêtes répétitives et une fois de plus, ce sera ceux, je le crains, des habitants de la métropole que vous irez ponctionner. Jusque-là, nous ne pouvons que tenter de limiter les dégâts causés par un train de vie exorbitant que vous faites mener à notre métropole. C'est donc dans cet esprit que je déposerai une série d'amendements lors du vote détaillé du budget primitif, puisque vous nous aviez dit une fois que c'était bien de critiquer, mais qu'il fallait proposer. J'essaye de proposer, même si visiblement je n'ai pas un grand succès avec M. Pradal et avec la Commission des finances. Mais ça ne fait rien, je défendrai avec pugnacité des amendements économes, tout aussi recevables, et au budget 2010, je pense que toute dépense devra être justifiée au premier euro. Voilà, je vous remercie et vous me direz quand je pourrai présenter mon amendement. Dans la foulée ? Allez. Alors, tout le monde l'a sur table, je pense. Merci de l'avoir distribué. Alors, effectivement, j'avais fait présenter en tout cas 2 amendements en commission des finances. Un amendement que j'ai retiré, mais finalement j'ai peut-être eu tort parce que vous m'aviez effectivement donné des explications et mes interrogations portaient sur l'ensemble. C'est tout à fait en rapport avec le rapport d'orientation budgétaire, hein. Mais là je parle du numéro 2 où mes interrogations portaient sur l'ensemble des avenants justement concernant la ligne 2 du tramway et vous m'avez répondu que toutes les opérations avaient été avalisées en commission d'appel d'offres. Je dirais heureusement. Mais il n'empêche que sur ces seuls avenants qui nous sont présentés aujourd'hui dans cette séance, il y a presque déjà 7 millions de surcoûts encore. Et je ne compte pas le coût à venir, bien sûr, puisqu'on a appris une très mauvaise nouvelle, vous comme moi,
ce week-end avec le traitement de dépollution et du tri de ce trafic de déblais de chantier du tramway. J'ai vu que vous avez été en justice au nom de la métropole, mais l'ardoise va s'élever à des millions d'euros, vous le savez. Souhaitons que ce ne soit pas les habitants de la métropole qui aient à en subir les conséquences, ni sanitaires, ni financières. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on prenne le temps, parce qu'effectivement, ça a été demandé d'ailleurs par mes collègues, qu'on prenne le temps d'avoir un débat consacré uniquement au tramway, c'est-à-dire combien était l'évaluation des travaux au début, à combien on en est aujourd'hui avec tous les avenants qu'on a vu passer, donc quel est le surcoût, et surtout, quel est à l'heure d'aujourd'hui le coût prévisionnel du tramway, parce que là, franchement, on a quand même l'impression que ça s'enfonce un peu dans les sables mouvants de la politique. Alors, sur cet amendement précis, donc, et aux réponses que vous avez bien voulu me fournir, moi, je regrette de vous redire qu'il y a dans ces orientations budgétaires une absence de documents de synthèse. Vous nous aviez habitués quand même dans les années précédentes à un peu plus de renseignements, même quand on n'en était qu'aux orientations budgétaires, en particulier reprenant clairement les investissements et le financement. Moi, j'ai eu l'impression, si vous voulez, d'un rapport d'orientation budgétaire qui était très saucissonné, un peu comme un salami, mais que ce n'était quand même pas digne d'une grande métropole comme la nôtre. Et puis, quant au plan pluriannuel d'investissement, pour en terminer, pardon de vous dire que celui de l'an dernier n'a pas été tenu et que dans ces documents-là, qui, moi, continuent à me paraître incomplets, je trouve que vous ne faites pas les efforts nécessaires, franchement, pour rester crédible. Voilà, on nous donne le minimum d'informations et j'en attends mieux. Je vous remercie.